l'expérience touristique et les événements sportifs, quels sont les enjeux et les opportunités pour le Maroc. Aujourd'hui, avec l'organisation de grands événements sportifs tels que la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030, le Maroc se positionne comme un acteur incontournable de la scène mondiale du tourisme sportif. Ces événements représentent une opportunité unique pour le pays, non seulement pour promouvoir son image, mais aussi pour dynamiser son économie et ses infrastructures. Mais la question, c'est comment faire du Maroc une véritable référence en matière de tourisme sportif. Quels sont les défis à relever pour offrir une expérience immersive et fluide aux supporters, mais aussi aux touristes? Et comment les professionnels du sport et du tourisme peuvent-ils collaborer pour maximiser l'impact économique et médiatique de ces événements? Alors, pour répondre à ces questions et partager leurs perspectives, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des experts de premier plan. À ma gauche, monsieur et docteur Oussama Merzguewi, qui est directeur pédagogique de l'Esselska Business School, qui apportera son expertise sur la formation des leaders du secteur et de l'innovation dans le domaine du tourisme sportif. De l'autre côté, monsieur Etman Ibn Razala, qui est fondateur de Iktishaf Travel Agency et qui est également vice-président de la Confédération nationale du tourisme, qui nous éclairera sur les stratégies concrètes à mettre en place pour faire du Maroc une destination incontournable pour les événements sportifs. Nous allons dans ce talk discuter des opportunités, des synergies à créer et des défis à surmonter pour garantir une expérience touristique fluide et mémorable lors de ces événements sportifs. Je vous remercie d'abord pour votre présence aujourd'hui et je vous invite à poser vos questions à la fin du talk. Vous êtes prêts? Alors, la première question est pour Dr Merzguewi. En tant que directeur pédagogique de l'Esselska Business School et fort d'une expérience en tant que chef de projet au ministère du Tourisme sur la qualité de l'expérience touristique, comment pourriez-vous définir cette dernière et quels sont les acteurs clés de sa réussite? Merci Iman, merci chers auditeurs et chère présence. Je remercie aussi cher ami Etman pour sa présence et pour l'apport qu'il va apporter à ce sujet. Je m'accueille dans l'école. Merci de m'accueillir dans l'école. C'est quelque chose. Ils sont invités, c'est pas mal. Bonjour. En fait, pour la question que vous avez posée, qui reste une question très importante, je commencerai déjà par, quand on parle d'une expérience client par rapport à une destination, il faudra savoir qu'une destination, elle est accessible sous 3 dimensions. La première dimension, c'est une accessibilité réglementaire, et là on parle de tout ce qui est visa, passeport et compagnie. Une accessibilité physique, et là le Maroc, il est accessible physiquement quand on parle des moyens de transport qui permettent d'accéder au Maroc, tout ce qui est aérien ou bien maritime et même routier. Donc l'infrastructure est assez développée pour que le Maroc soit accessible. Et surtout la troisième dimension d'accessibilité, c'est l'accessibilité mentale. Et quand on parle de l'accessibilité mentale, c'est-à-dire lorsqu'on évoque le mot Maroc, à quoi on pense? Si aujourd'hui je vous dis, viens on part à Kaboul, je ne crois pas qu'on aura des personnes qui vont penser rapidement à partir à Kaboul, ou bien avec tout le respect pour Kaboul, mais la situation n'est pas aussi accessible mentalement. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans la Coupe du Monde 2022 à Qatar, on remarque pleinement que tout le monde a envie de voir comment est-ce que ce pays est formé, comment est-ce que ce pays se développe, c'est quoi la nature et l'ADN de ce pays. Et donc aujourd'hui, on est accessible et on a une idée sur ce pays, sur la base de ce qui a été, on va dire, communiqué, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'effort qui est fait par l'ONLT, mais aussi cette équipe nationale qui a donné une idée qui peut-être elle a donné un préjugé ou bien un stéréotype sur le Maroc. Donc ces personnes qui vont venir, ils ont déjà une idée, ils ont une idée qui est très, on va dire, rose, bien optimiste sur la destination Maroc.
Donc, pour répondre à cette soif de venir au Maroc, on doit surtout réussir l'expérience touristique. Alors, une expérience touristique, ce n'est pas la responsabilité, j'aime toujours nuancer, ce n'est pas la responsabilité du ministère du Tourisme. L'expérience touristique, c'est tout un parcours qui commence même lors de la réservation. On veut réserver, est-ce qu'il y a assez de plateformes pour pouvoir réserver et avoir des idées claires sur la destination avec assez d'informations. Après la réservation, on prend un moyen de transport, quel que soit le moyen de transport, mais notre premier contact, c'est un aéroport. Est-ce que cet aéroport il est assez équipé, ou bien il y a une signalétique, en termes linguistiques, en termes d'infrastructure? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont assez informées et formées pour pouvoir recevoir et accueillir ces gens? Après l'aéroport, on sort de l'aéroport, on se retrouve avec des moyens de transport, des grands taxis, des petits taxis, des transporteurs touristiques, une navette, peut-être autobus, le train. Est-ce qu'on est assez équipé pour pouvoir répondre aux besoins de ces touristes qui vont utiliser ces moyens de transport? Voir des disputes, des parties, on va dire, de transport, ça peut mal commencer, on va dire, en termes d'expérience touristique. Après le transport, on se retrouve dans, on va dire, la partie responsable ou la responsabilité relève du ministère du Tourisme, pas que, l'hôtel ou bien la restauration. Est-ce qu'on est aussi bien formé en termes d'accueil? Est-ce qu'on donne la satisfaction vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce qu'on maîtrise le verbal, le non-verbal, le protocole? Est-ce qu'on sait accueillir ces gens-là dans ces milieux, on va dire, fondamentalement sous la tutelle du ministère du Tourisme? Après, il y a un guide de touristes qui est aussi sous la tutelle du ministère du Tourisme. Est-ce que ce guide, il remplit les conditions? Est-ce que ce guide, il passe le message de manière très loyale? Est-ce qu'il répond, on va dire, en termes linguistiques, interculturels? Est-ce qu'il défend l'image du Maroc ou pas? Et après, on a même l'environnement social qui est très important dans une destination touristique ou bien dans une expérience touristique. Un gamin de 10 ans ne doit pas mendier à 10 heures du matin, il doit être dans une école. Ça aussi, ça reflète et ça peut impacter l'expérience touristique, c'est-à-dire tout est imbriqué. Quand on parle de l'expérience touristique, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la Fédération, bien la Confédération nationale du tourisme, c'est le ministère du tourisme, c'est le ministère de l'équipement et des transports. C'est beaucoup de personnes qui contribuent pour la réussite. Si on est si on n'est pas sur une synergie, on va se retrouver avec une expérience touristique pas totalement réussie. La sûreté nationale, elle est aussi là. Si quelqu'un est agressé, comment on traite cette chose-là? Et si on ajoute une connotation sportive, ça devient une autre expérience. Quand on parle de la connotation sportive, il y a deux types de clients. Il y a le joueur ou bien le professionnel qui va venir, est-ce qu'il va trouver de l'infrastructure où il va pouvoir développer encore plus ses compétences et avoir les exigences, la cryothérapie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une certaine infrastructure qui répond aux besoins du professionnel, et on a le supporter. Et le supporter, lorsqu'on parle d'un supporter par rapport à une équipe donnée, c'est quelqu'un qui vient avec beaucoup d'émotions. Donc, son expérience touristique est bourrée vraiment d'émotions. Donc, on doit répondre et satisfaire l'émotion aussi d'un supporter en lui offrant pas mal d'infrastructures. Je crois que ça va venir par la suite pour qu'il puisse ressentir ou bien qu'on réussisse pour lui cette expérience touristique. Donc, globalement, l'expérience touristique, c'est un parcours client qui commence avec la réservation et qui se termine avec un départ de l'aéroport. Et aussi, on va dire, il y a le service après-vente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fidéliser cette personne pour augmenter le taux de vente. Merci pour votre réponse, Dr Merzguewi. Donc, ce que je retiens un peu, c'est vraiment ce qui est important dans cette expérience touristique, c'est cette synergie, collaboration entre les différents acteurs, notamment que vous avez cités. Et cette expérience touristique ne concerne non seulement les professionnels, mais on parle aussi des touristes, on parle aussi des supporters qui ont cette casquette non seulement de supporters, mais de touristes. Alors, ma deuxième question est destinée à M. Ibn Razala. Vous êtes un acteur clé dans le domaine du tourisme et du sport au Maroc. La question est quelles sont en fait les premières actions concrètes que le pays devrait entreprendre pour renforcer sa position en tant que destination de tourisme sportif? Excusez-moi, et là, je parle vraiment en termes d'hébergement, je parle en termes de mobilité, je parle aussi en termes de services. Donc, on aimerait bien que vous nous éclairez sur la chose. Très bien. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je vous félicite pour le choix de la thématique.
pour répondre à cette question très complexe de par sa diversité, je dirais que déjà, il y a deux éléments sur lesquels le pays pourrait commencer par travailler. Deux, parce que le troisième, je pars du principe que nous ne sommes pas en retard sur ce troisième-là, qui serait l'infrastructure. Au niveau des infrastructures immobilières notamment, que ce soit les aéroports, les gares routières également, on y pense moins, mais que ce soit au niveau des chemins de fer ou des routes, je pense qu'on est vraiment au niveau. Et étant donné qu'on parle d'une Coupe du Monde qui est en plus, dont l'organisation est partagée entre 3 pays, le Maroc n'a rien à envier aux autres pays en la matière. Je pense qu'il y a 2 autres sujets sur lesquels nous devons principalement nous concentrer. Le premier est d'ordre éducatif, c'est la formation. Le deuxième, on peut lui donner différents noms, je dirais qu'il est d'ordre urbain, c'est de l'urbanisme, c'est de la définition d'espace, c'est de la signalétique, c'est de l'organisation urbaine en fait, sur laquelle on a une marge de progression qui est non négligeable. Tout à l'heure, vous parliez d'aéroport, qui est le premier point de contact. Nos aéroports sont souvent très beaux, bien équipés sur le plan technologique, mais pour autant, on voit qu'il y a souvent une lenteur dans le traitement des flux humains qui est due à une culture déjà du traitement des flux humains. On part du principe que ce n'est pas un souci, que ça prenne beaucoup de temps, alors qu'on est dans un monde qui est de plus en plus rapide, on est de plus en plus dans le tout de suite, et les gens ont l'habitude d'avoir des expériences ailleurs dans le monde qui sont entièrement digitalisées et extrêmement rapides. Il faudrait qu'on puisse s'améliorer sur ce type de process. La deuxième question, c'est à la sortie de l'aéroport. Encore une fois, l'aéroport est un cas d'école magnifique. La sortie de l'aéroport, souvent, les espaces ne sont pas suffisamment bien définis au Maroc. Ça l'est de plus en plus. Il y a une prise de conscience qui commence à se faire, et à Marrakech, qui est la ville la plus touristique, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a des choses qui ont été mises en place, mais il faudrait que ça soit généralisé, et il faut définir les espaces. On a un gros problème de définition des espaces. Au niveau de la CNT, parfois on travaille sur des questions de l'amélioration de l'offre balnéaire au Maroc. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est souvent le même problème qu'on retrouve partout, c'est la structuration de l'espace public. C'est ce qui nous fait défaut. Dans le balnéaire, nos plages manquent de structure. Si on traverse le détroit, on a des modèles assez performants où les plages sont très bien structurées, avec des accès qui sont bien définis, des parties douches et vestiaires, puis des parties terrains sportifs, ensuite des transats, et ensuite la partie publique, et tout est fluide, tout est structuré, tout est contrôlé. Et c'est ce qui nous manque souvent. On aimerait avoir à la sortie de l'aéroport de Rabat une zone claire qui correspond au taxi, une autre au VTC, une autre au transport en commun, que ça soit mieux défini, mieux structuré. Et c'est pareil même pour la ville de façon plus globale, où on voit rarement de voies, de pistes cyclables bien mentionnées et respectées également par les automobilistes, etc. Donc je pense que ça a l'air d'être un détail, mais c'est exactement le genre de détail qui rend l'expérience, ça se passe pour les supporters, la fan experience pour l'appeler comme ça, c'est ce qui la rend plus confortable, plus fluide, plus sécurisante également. Et à ça, on peut rajouter ensuite, donc, qui rentre dans le même volet, la digitalisation de ces services et de l'utilisation de ces infrastructures, de ces installations. On va avoir affaire, peut-être dans une moindre mesure pour la CAN, mais pour le Mondial 2030, on va avoir affaire à des gens, donc à des visiteurs, des touristes, qui ont l'habitude de consommer le même type d'événements, de méga-événements, comme on dit, ailleurs dans le monde, et qui ont l'habitude que tout soit digitalisé, que tout soit payable par carte, ou même par téléphone, avec de l'Apple Pay, ou du WeChat Pay, ou que sais-je. Et il faut absolument qu'ils puissent retrouver le même type d'expérience ici. Parce que inconsciemment, ils sont constamment dans la comparaison. Lorsqu'on vient pour un voyage de loisirs, ce ne sont pas toujours les mêmes mécanismes mentaux qui s'activent. On est parfois moins regardant sur certaines choses. Quand on a l'habitude de consommer du match de foot en Europe et qu'on vient consommer un match de foot au Maroc, ou que ce soit ailleurs dans le monde, il y a quand même un certain niveau d'exigence qui est plus élevé que lorsqu'on est dans un voyage de loisirs, pendant ses vacances. Il y a quand même une volonté qu'on est venu pour apprécier un spectacle sportif. On veut que tous les à côté se passent sans à-coups, sans accroche. Et donc, il faut vraiment qu'on soit capable de le faire. Ce qui m'amène sur le deuxième ou le troisième, dépendamment du point de vue volet, qui est la qualité de service. Et donc, c'est pour ça que je parlais de l'éducation, de la formation.
c'est qu'il faut absolument qu'on forme l'ensemble des travailleurs du secteur touristique, mais au sens plus large, ce que j'appelle l'ensemble des travailleurs du front office pour l'industrie de l'hospitalité. Ce ne sont pas que les métiers du tourisme. Un douanier, on ne peut plus en front pour les voyageurs. Il fait partie des premières personnes que les visiteurs rencontreront. Il est difficilement d'exiger un CV. Exact. Et qu'il est difficile de changer de cette façon de faire habituelle, parce qu'il y a une dimension sécurité qu'on ne doit absolument pas négliger ou venir altérer pour améliorer la fan experience. Il faut que la sécurité reste la priorité, mais il faut arriver à travailler. Donc, en effet, c'est très pluriel comme nombre d'acteurs qui interviennent sur ces sujets-là, mais il faut arriver à faire asseoir l'ensemble de ces acteurs autour d'une même table pour qu'on réalise où sont les attentes et où sont les priorités. Donc la sécurité reste la principale priorité, mais il faut arriver à offrir une expérience fluide et rapide, tout en restant strict sur la sécurité. Aujourd'hui, la technologie vient justement renforcer et permettre cette possibilité-là, parce qu'on peut traiter des grands flux humains et avec l'assistance d'intelligence artificielle sur les caméras de surveillance, on peut savoir exactement qui et quand accède à tel ou tel espace. On peut associer à ça des fichiers de personnes indésirables, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait des incidents. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à améliorer ça. Donc, quand je dis la formation et l'éducation, ça va venir améliorer la qualité de service, qu'on nous reproche souvent. Nous, au Maroc, on en a conscience, mais malheureusement, même sur des rapports internationaux, c'est là où le bas blesse pour la destination. Mais également sur la culture de gestion des grands événements. Et encore une fois, je repointe du doigt le fait qu'on ne considère pas que c'est un problème de prendre du temps pour traiter des process, des flux humains, etc. Culturellement, ce n'est pas un problème. Culturellement, un match de foot, quand c'est un grand match de foot, ça doit se faire dans la cohue, dans la foule, dans la confusion. C'est presque si ça ne participe pas un peu au charme de l'événement. C'est un peu ça la culture nationale. J'ai fait beaucoup de matchs de foot avant que le stade ne soit en reconstruction. C'était très très rare que ça soit fluide, que ça se fasse dans le calme. Ça, c'est le rouette, ça, c'est des gens qui essayent d'accéder à des espaces auxquels ils n'ont pas accès, mais ils essayent quand même. Des gens qui essayent de rentrer dans le parking alors qu'ils n'ont pas l'accès quand même, et ça se fait à la négociation. Et c'est presque, j'avais même chose de dire, c'est presque si ça ne contribue pas au charme du méga événement. Sauf qu'il faut vraiment sortir de cette approche archaïque. Aujourd'hui, il faut que ça soit fluide, simple. Il ne faut pas qu'on ait à lutter pour quoi que ce soit. Voilà encore une grande différence entre le national et nos principaux pays émetteurs qui sont les Européens. Ils n'ont pas l'habitude de lutter pour quoi que ce soit. Une fois qu'il a acheté un ticket, il reçoit une porte et un siège. Pour lui, il communique même plus avec un humain. Encore moins si c'est pour se battre avec un autre supporter qui se soit assis à sa place. Donc ça, c'est valable dans les stades, c'est valable dans le train, c'est valable dans une queue, c'est valable. Donc on parle d'éducation et de formation pour venir améliorer la qualité de service. Mais il va falloir qu'on parle de ces sujets pour venir changer la culture de la gestion des méga événements d'ici 2030. Donc on a 5 ans pour qu'on apprenne à gérer ces événements-là dans la fluidité, dans le calme, dans le bonheur. Il faut vraiment pouvoir laisser ces femmes se concentrer sur la célébration du spectacle sportif qui sont devenus. Merci pour ce partage très enrichissant. Justement, je vais revenir sur le volet formation. Et donc, dans ce cas-là, ma question sera vers toi, Dr Mousguewi. On a travaillé conjointement sur pas mal de programmes, justement, en management sportif. Et on a décidé cette année de lancer un master exécutif en collaboration avec l'ESSK Paris, mais plutôt la SMS Paris, l'école de management de sport à Paris. Et il était important pour nous d'ajouter ce volet événementiel dans le cadre de la formation, justement pour doter nos participants, c'est des professionnels, des gens qui ont envie d'acquérir des compétences justement dans le management sportif ou dans l'événementiel sportif. Et donc, ma question serait, à votre avis, étant donné que vous êtes impliqué dans la formation des futurs leaders du secteur, quelles sont les compétences intégrées dans les programmes de formation en tourisme et en sport, sachant qu'on a aussi la formation exec en tourisme, afin de préparer les professionnels de demain aux défis et aux évolutions des deux industries, sachant que ce sont deux industries qui maintenant évoluent parallèlement. Et donc voilà, on aimerait bien avoir votre avis. Quelles sont vraiment ces compétences nécessaires? Là, je crois qu'on
quand on a travaillé conjointement sur les programmes, on a évoqué un nouveau mot, le tourisme. Le tourisme, ok. Où il y a le tourisme et le sport, parce qu'ils sont imbriqués, ils sont indépendants, si je peux dire ça. Les deux secteurs, quand on part pour un événement sportif, on est dans l'obligation d'être avoir la casquette touriste, mais après, c'est pour un événement sportif. Maintenant, la formation, pourquoi elle est importante? Parce qu'à l'issue, on va dire, de la diplomation, normalement, cette personne qui va obtenir un diplôme, il doit avoir une valeur ajoutée, que ce soit pour l'entreprise où il va travailler, ou bien pour sa propre entreprise, s'il est orienté entrepreneuriat. Quand on parle d'un événement sportif, ou une formation qui est dédiée aux événements sportifs, on ne peut pas ne pas parler de comment gérer un événement sportif. Et c'est là où je peux revenir à ce qu'a dit Edman sur le plan de comment gérer les flux humains, quelle est la logistique à mettre en place pour une bonne organisation. Et je me rappelle, ça c'est par expérience personnelle. C'était ma première fois où j'allais à un événement sportif à l'étranger. C'était Barcelone face à la PSG dans la Champions League. Et j'étais là avant 1h30. Pourquoi? Parce que mon expérience au Maroc, c'est être à 1h30. Oui, donc on va assurer sa place. Donc quand j'étais là-bas, je me suis dit, est-ce que le match a été annulé? C'est-à-dire, j'étais choqué par. Et après, c'est-à-dire avant 5 ou bien 10 minutes, tout le monde était là. Et la bêtise que j'ai fait par la suite, c'est que lorsque j'étais revenu au Maroc, il y avait la Coupe du Monde des clubs. Et c'était Real Madrid contre une équipe à Marrakech. Et là, tu as décidé de ne pas partir au Qatar. Partir à 1h30 avant, parce que je croyais que c'était un événement d'envergure internationale, donc c'est la même manière de gérer. Donc, ce n'était pas le cas. Donc, il fallait que je fasse le tour du terrain. Je ne sais pas, j'ai parcouru 3 km avant de rentrer pour ne pas trouver ma place pour c'est normal. Et c'est ça. Maintenant, la formation elle doit s'orienter vers instaurer la culture chez les organisateurs déjà. Avant d'instaurer la culture, parce que la population elle est énorme. Mais si un organisateur sait pertinemment comment on gère un événement sportif avec tous les aspects que j'ai cités tout à l'heure, ou qui a été cité par Ajman, il sera dans la capacité de gérer ces choses. Donc, pour moi, une compétence de gestion stratégique d'un événement, elle est indispensable aujourd'hui, que ce soit pour le secteur touristique ou bien pour le secteur sportif. 1. 2. Le management interculturel est indispensable. Là, on va avoir des personnes de plusieurs nationalités qui vont se déplacer. On doit savoir qui sont ces gens-là, c'est quoi ses préférences, c'est quoi leurs préférences, à quoi ils pensent, comment est-ce qu'ils ont perçu déjà un événement sportif avant. On doit être bien informé. Qui dit un management interculturel, il parle d'un aspect linguistique aussi. Aujourd'hui, même en termes de... On a des formations au tourisme, mais malheureusement, l'aspect linguistique n'est pas aussi poussé. Donc, on doit mettre l'accent, et c'est ce qu'on essaie maintenant de faire sur tous les programmes, c'est mettre l'accent sur l'aspect linguistique, au moins l'anglais. On est un pays qui est francophone, mais on ne va pas recevoir que la France. On va recevoir pas mal de pays qui sont anglophones, donc l'outil linguistique, il est important et intégré dans les formations, et surtout développé comme étant une compétence. Ça, c'est pour les formations. L'aspect clé, maintenant, c'est la digitalisation. Si on ne sait pas innover, digitaliser et mettre des expériences personnalisées, limite insolites pour ces gens-là, on ne va jamais les attrayer et les avoir. Donc, on doit être dans la capacité d'avoir ce flair et savoir innover dans les produits touristiques qu'on est en train de faire. Ça, c'est par rapport au programme et contenu des programmes compétences. Mais quels sont les programmes qu'on devrait encore avoir? Il y a des métiers au Maroc, et je peux parler, par exemple, du stadier. Est-ce qu'on a un métier de stadier au Maroc? Aujourd'hui, quand on a des événements sportifs, les stadiers, c'est soit l'autorité, là on parle de police ou bien autorité, on va dire, ou bien c'est des stadiers qui n'ont pas suivi de formation en flux humain. Un stadier, il doit savoir parler plusieurs langues. Un stadier, il doit savoir quelles sont les mesures à prendre en cas de crise, en cas de risque, en cas de, je ne sais pas, la gestion des flux. Et comment orienter les personnes de manière très rapide. Parce qu'on parle de, comme j'ai dit tout à l'heure,
en 10 minutes, le stade il était plein. Parce que les gens ils sont avertis, ils savent comment se déplacer rapidement parce qu'ils ont l'habitude, mais en même temps, c'est des stadiers, parce qu'il y a pas mal de touristes qui viennent pour la première fois. Donc, moi, par exemple, où j'étais orienté de manière très rapide. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des formations des stadiers ou pas? On doit avoir ce genre de formation. Les animateurs, que ce soit dans le secteur touristique ou bien dans le secteur sportif, c'est une donnée qui commence à être rare. Comment est-ce qu'on anime des événements sportifs ou bien comment est-ce qu'on anime des groupes dans le sens du sport. Donc, la formation, elle est incontournable pour assurer effectivement une bonne qualité de l'expérience touristique. Surtout, il faut s'orienter pour être prêt. Parce que les gens qui croient que faire une formation une année avant il y a un grand événement sportif, ne sert à rien. C'est maintenant, c'est-à-dire, heureusement qu'on a pas mal d'événements qui vont venir où on peut exercer et tester. Et tout à l'heure, en off, quand je parlais avec Edgeman, on disait que la CAN, c'est un bon test, mais pas forcément si on réussit la CAN, on va réussir un événement. Peut-être la Coupe du Monde des clubs en 2024 sera vraiment un bon test parce que là, on aura plusieurs nationalités de plusieurs pays. Ce n'est pas pour stigmatiser la CAN, mais la CAN, ce n'est pas le haut standing, ce n'est pas les standards internationaux. Au contraire, nos amis subsahariens, ils vont être contents de venir au Maroc parce que sont déjà, on va dire, ils ont cette soif pour visiter le Maroc parce que c'est un pays qui est en train de donner pas mal de bons signes à l'échelle africaine. Donc, je me dis que, ou bien à mon sens, la formation, elle doit s'orienter vers les soft skills, premièrement, en termes de frontalier, c'est tout ce qu'on veut, vers la digitalisation. C'est important et très important la digitalisation. L'innovation, là, on est en train de. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a eu 414 projets d'incubation, dont 300 pour la gastronomie et une cinquantaine pour la digitalisation et une centaine pour tout ce qui est gamification. Le gaming, comment instaurer le gaming. Ça, c'est des choses qu'on trouve ailleurs. Et là, on doit suivre le cap pour pouvoir développer encore plus nos compétences à gérer, on va dire, ce genre d'événement. Et bien sûr, le point fondamental, c'est, comme j'ai dit, le management interculturel et l'aspect linguistique qui reste très, très important. Merci pour ton retour, Oussama. Et clairement, la formation reste un élément très, très important. D'ailleurs, il a été abordé en premier par Atman. Ça reste un élément très important parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux gérer, d'organiser, en fait, et d'être plus ou moins prêt pour la CAN 2025 comme test et pouvoir justement analyser la situation et savoir quels sont les efforts qu'on pourrait mettre en place, quels sont les partenariats stratégiques qu'on pourrait mettre en place, quelles sont les formations qu'on pourrait mettre en place pour la Coupe du Monde 2030. Alors, je suis curieuse de te poser cette question, Atman, parce que je sais que tu as 3 casquettes. Tu es formateur chez nous, tu es également organisateur d'événements sportifs et tu es un professionnel du secteur du tourisme. Alors, ma question est, quels sont les types de partenariats stratégiques justement que devraient mettre en place, que ce soit les établissements de formation, les organisateurs d'événements sportifs ou encore les professionnels du secteur touristique pour maximiser, bon là on parle vraiment de l'impact global de ces événements. Alors encore une fois, il y a plusieurs volets. Je vais rester sur le volet formation, mais parce qu'en fait, on devait parler que de ça sur ces 5 prochaines années. Pour que vraiment on puisse se mettre à niveau. Au niveau de la Confédération nationale du tourisme, le plus clair de notre temps aujourd'hui est dédié à la formation. On essaie de valoriser l'existant. On a lancé une grande campagne, ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis d'expérience, pour donner des diplômes à ceux qui ont une expérience professionnelle, mais qui n'ont pas forcément eu de diplôme académique lorsqu'ils ont fait leurs études, ou dans les cas où ils n'ont pas fait d'études, mais qui justifient quand même une certaine expérience qu'ils ont acquis sur le terrain. Donc on essaie de les valoriser de cette façon-là. Nous avons des programmes qui s'appellent Cap Excellence, où on vise la formation continue, qui normalement est censé être le dernier rempart contre le décrochage scolaire et qui du coup ne vise pas forcément l'excellence. Et c'est ce qu'on veut changer justement parce que ce sont les lauréats de ce type de formation qu'on retrouve ensuite comme serveurs dans les restaurants, comme réceptionnistes parfois, etc. Donc c'est eux qui font l'expérience touristique des touristes le plus souvent. Donc on veut venir améliorer cette formation-là pour le dire un peu de cette façon, on veut que ces lauréats-là puissent être recrutés par les palaces. Donc on essaie de créer des ponts entre les palaces, à Rabat on est servi,
Donc, on crée des ponts entre ces formations et les palaces pour que les formateurs puissent savoir un peu comment ça se passe dans un palace ou dans un hôtel 5 étoiles plus, quelles sont les exigences, quelles sont les attentes pour adapter la formation à la réalité. On trouvait parfois certaines incohérences, des formations à des pratiques qui ne se retrouvent plus en fait dans l'industrie. Donc il y a la partie formation, encore une fois, je dis c'est très important. La semaine prochaine, nous avons ce que nous appelons la semaine de célébration des carrières du tourisme. Donc c'est une semaine pendant laquelle on incite un maximum d'établissements académiques à faire des actions dans le tourisme, à valoriser les carrières, à valoriser les formations elles-mêmes, à améliorer l'attractivité du secteur, etc. Donc là, il y a un exemple de partenariat, d'ailleurs parfois souvent public-privé, mais entre les professionnels aussi et les établissements académiques, pour venir améliorer la formation. Ça, c'est un type de partenariat qui devrait continuer, qui devrait même se multiplier pour qu'on puisse essayer d'atteindre nos objectifs. D'autre part, je partage avec vous une réunion qui avait été organisée il y a un peu plus de 2 mois maintenant, à la CGEM, avec une délégation de businessmen anglais qui étaient venus, et le thème, c'était justement l'événementiel sportif. Je pensais trouver surtout des professionnels du tourisme ou du sport, mais en fait, il y avait surtout des avocats, des architectes, des professionnels du BTP, des professionnels. Alors, il y avait des event managers, mais c'est des gens qui sont vraiment spécialisés sur le marketing sportif de haut niveau, sur les grands événements comme la Coupe du Monde ou bien les grandes compétitions internationales. Et en fait, j'ai très vite compris qu'ils venaient pour une chose très, très précise, c'est que la Coupe du Monde, ce sont des milliards et des milliards de dollars de budget. Donc, même pour des grandes entreprises, même pour des multinationales, ce sont des marchés colossaux, c'est considérable. Et donc, ils venaient pour avoir leur part du marché, en fait, leur part du gâteau, pour le dire comme ça. Donc, c'est le métier, c'est des événements. Exactement. Il y avait, par exemple, une société spécialisée dans le Mega Event Management et qui nous disait, donc son représentant nous disait qu'il en est à sa... Alors, lui, il en est à sa 10e Coupe du Monde et sa société à sa 11e. Il y est depuis le début, pratiquement. Mais donc il était triste de partager avec nous cette information parce qu'il s'expliquait à quel point ça le vieillissait, mais ça montre d'un autre côté l'expérience de ce genre de société, qui ne vivent que de Coupe du Monde en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, ça se prépare des années en avance. Le temps que la Coupe du Monde arrive, on travaille déjà sur celle d'après. Donc ce sont des entreprises qui ne travaillent que sur les méga événements, d'ailleurs surtout les Coupes du Monde, mais certainement pas que, et qui du coup cherchent à créer des synergies, à créer des partenariats avec des entreprises nationales. Donc voilà un deuxième type de partenariat, c'est entre des entreprises privées marocaines et des entreprises privées internationales, mais pas seulement le privé, il y avait aussi des représentants de l'équivalent du conseil régional de chez nous, mais au Royaume-Uni, qui venaient également pour venir offrir leur expertise. Il y avait par exemple la responsable sport de ce qui serait le conseil régional en Écosse. Et donc, eux, ils ont une stratégie d'amélioration, de gestion, de promotion de la destination à travers les événements sportifs. C'est vraiment quelque chose de très important pour eux. Ils le font très bien. Ensuite, je me suis renseigné un peu plus sur cette destination-là. L'Écosse affiche 86% de taux d'occupation au niveau de ses hôtels, en moyenne sur l'année sur tous les hôtels. Ce qui est absolument remarquable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux ailleurs dans le monde. 86% en moyenne sur l'année, c'est vraiment impressionnant. Nous, on commence à dépasser les 60% et on est très contents. Mais 87%, c'est vraiment un modèle à suivre. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait surtout avec une stratégie des méga événements. Dubaï également, en 1994, ils ont pris cette décision au niveau du Cheikh. Et Dubaï, c'est aujourd'hui entre 3 et 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé uniquement sur l'événementiel. Donc, petit événement comme le grand, c'est souvent des grands chez eux quand même, mais il y a une stratégie de développement, bon, déjà chez eux, de développement global de l'Émirat à travers le tourisme et l'événementiel, mais vraiment avec un focus grands événements internationaux pour pouvoir développer la destination et améliorer leur attractivité territoriale en règle générale. Donc, il y a aussi des partenariats à établir entre, par exemple, l'Office du tourisme marocain et des structures de ce type qui ont énormément d'expérience en la matière. Il y a un conseil du tourisme de Bruxelles, seulement de la ville de Bruxelles, qui gère à lui seul 126 événements dans l'année.
Donc, je donne des petits éléments de comparaison comme ça pour montrer à quel point d'autres destinations plus matures que la nôtre ont compris depuis longtemps déjà à quel point ces événements-là sont extrêmement importants. Ils ont une gestion qui est très, très professionnelle, très structurée de cette stratégie et sur lesquelles on peut s'appuyer pour gagner en expérience et pour nous améliorer. Dans la Coupe du Monde, ça a commencé aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ils commencent à intégrer le lean management dans les critères de gestion de l'événement. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important pour eux. Ils valorisent énormément ça dans les critères de sélection des pays candidats et dans la façon dont le projet, parce que c'est un méga projet, mais il y a une approche projet de l'organisation de la Coupe du Monde. Donc le lean management doit absolument faire partie de la gestion de projet. Et Paris 2024, qui a vraiment suivi, parce que c'est la première fois qu'ils le faisaient, ils ont fait un suivi avec des KPIs de cette approche lean. Ils ont réalisé que ça leur a fait économiser 30% de ressources et de temps. Donc, ils ont gagné 30% de productivité grâce à l'approche lean. Donc, il y a vraiment des partenariats à mettre en place entre certaines structures privées, mais également publiques, et d'autres de par le monde qui ont énormément d'expérience, tout simplement, en la matière. Ensuite, il faut se rappeler également, et donc ça, c'est au bénéfice du Maroc, que la Coupe du Monde, le Qatar, en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde 2022, a collaboré avec le Maroc en termes sécuritaires. Donc ça aussi, c'est un exemple où nous avons été les apporteurs d'expérience et de savoir-faire, mais nous pouvons bénéficier du savoir-faire et d'expérience d'autres pays, notamment les 2 autres pays organisateurs, et ça, je ne le vois pas encore s'opérer pour l'instant. Vu qu'on est 3 à organiser, il ne suffit pas de se partager les choses en 3 et de faire ça en vase clos. J'espère qu'on va très rapidement assister à du partage d'expérience entre ces différents pays pour que chacun puisse apporter aux autres ce en quoi il est le plus performant. Donc, je pense que, je terminerai là-dessus, en termes de partenariat, il faut vraiment qu'on puisse miser sur les partenariats entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc pour organiser au mieux cette Coupe du Monde. Ça, je ne le vois pas encore se faire. Peut-être parce que chacun des pays est concentré sur sa stratégie nationale, mais très rapidement, il va falloir qu'on puisse faire les choses en partenariat. Merci pour justement, j'allais te poser la question et tu as rebondi dessus. C'était le partenariat entre le Maroc, le Portugal et la France. Et donc, c'est aussi important. Et on espère qu'il y aura des partenariats stratégiques qui vont être mis en place le plus tôt possible afin de réussir ces 2 événements importants. Ma question on y va équilibrement. Donc, moi, j'aimerais te poser, Oussama, la question, à ton avis, quels sont, et ça rejoint un peu tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à maintenant, quels sont les plus grands défis auxquels les acteurs du secteur du tourisme, bien évidemment au Maroc, doivent faire face pour réussir et aussi tirer profit de ces événements, de ces 2 grands événements sportifs? Alors, quand on parle des acteurs, il faut penser aussi la fameuse phrase des maillons de la chaîne de valeur touristique. Et là, les acteurs phares, on va dire, c'est l'hébergement, les restaurateurs, les agences de voyage, les guides et légèrement moins les transports touristiques. C'est les transports touristiques qui relèvent quelque part du ministère de l'Équipement et des Transports. L'hébergement, je crois que les défis sont clairs, que ce soit sur l'aspect humain, on doit avoir des personnes qui sont de qualité, qui savent gérer la foule, qui savent gérer l'aspect interculturel, et aussi en termes d'équipement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas recevoir que des touristes, on va recevoir des sportifs de haut niveau. Comment est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On doit mettre tous les moyens pour être prêt, pour relever le défi déjà organisationnel, purement professionnel, sportivement parlant. Après, les agences de voyage, je crois que c'est, je parle sous ton contrôle pour les agences de voyage, je crois que c'est le moment pour sortir de l'aspect classique, on va dire, des agences de voyage, se digitaliser, c'est normal, maintenant on n'a plus le choix, surtout de trouver notre part de marché à l'échelle internationale. Avant, on reposait que sur des tours opérateurs pour pouvoir prendre la part de marché, mais là, il faut trouver une autre manière, développer des plateformes pour pouvoir drainer des touristes et leur vendre quelque chose de plus, si on va en parler par la suite peut-être, pour leur vendre une expérience immersive dans la culture marocaine. Donc, pour les agences de voyage, ils sont dans l'obligation d'innover dans les produits qu'ils vont vendre, on va dire, aux touristes. Concernant les guides,
n'en parlons pas. Les guides maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec la réalité, on va dire, augmentée, euh, ils sont vraiment face à une grande concurrence. Donc, ils sont dans l'obligation d'être. On dit toujours que le guide, c'est un ambassadeur du pays, mais là, il doit être un ambassadeur tech du pays. Donc, il doit savoir comment se démarquer, parce que lui aussi, il a une part de marché à dénicher pendant tous ces événements. Il doit être informé aussi sur le sport, il doit pouvoir se projeter dès maintenant pour pouvoir gagner sa part de marché, sinon il va être, on va dire, cannibalisé facilement par tout le développement technologique qui est. Pour la restauration, je crois que c'est l'occasion pour mettre en avant toute la gastronomie marocaine. C'est l'occasion pour développer encore plus nos menus sur plusieurs langues. On vient, on trouve que du français sur les menus, mais ça, on doit avoir une certaine ingénierie, on va dire, de restauration à développer pour qu'on puisse satisfaire et surtout rester fidèle à l'image de la gastronomie marocaine. Donc, les défis sont surtout des défis qui sont qualitatifs pour les entreprises ou bien pour les acteurs qui opèrent dans le secteur touristique. Et si on change de cap et on part sur les acteurs institutionnels, là, le ministère du Tourisme, sous on va dire sa tutelle, l'ONMT, je crois que l'ONMT maintenant, c'est plus facile pour lui. Pourquoi c'est plus facile pour lui? Parce que déjà, organiser une Coupe du Monde dans un pays, on a déjà fait la moitié du travail. La moitié du travail, parce que tout le monde sait que maintenant, la Coupe du Monde, elle est là-bas, donc les touristes, ils vont venir. Donc, sur quoi on peut reposer pour encore donner plus de visibilité à ces touristes pour consommer le produit marocain? Une équipe, elle joue chaque 3 à 4 jours. Qu'est-ce qu'il fait entre ces 2 jours? C'est-à-dire, c'est là où l'ONMT doit penser avec les acteurs professionnels, la CNT avec tous les professionnels qui suivent, doivent penser à mettre des produits pour pouvoir enrichir cette expérience touristiquement parlant lors d'un événement qui est sportif. Les défis sont clairs en termes de qualité, mais aussi en termes d'innovation et de digitalisation. On a pas mal de choses à faire. Merci pour ta réponse. Je voudrais que tu rebondisses sur la question, Edman, en étant justement fondateur de Iktishaf Travel Agency, à ton avis, quels seront les défis auxquels vous devriez faire face pour réussir justement ces deux événements et pouvoir y contribuer, mais aussi pour en tirer profit? Alors, un événement comme la CAN également, mais encore une fois, surtout comme la Coupe du Monde, c'est très délicat parce qu'il faut d'abord réussir l'événement lui-même, donc ce pourquoi les gens sont venus principalement, la partie sportive. Mais il faut également réussir les à côté pour donner envie à l'ensemble des participants de revenir. Un méga événement, et c'est pour ça que quand on parle de MICE, donc tout ce qui est le tourisme d'affaires, le tourisme notamment de grands événements, des congrès, etc., quand on dit que c'est vraiment une aubaine pour développer une destination, c'est parce que le cadre dans lequel les visiteurs viennent dans une destination, donc en l'occurrence le Maroc, c'est un cadre qui est très spécifique, soit professionnel, soit dans le cadre d'un événement. Du coup, si l'expérience est positive, la probabilité pour qu'ils reviennent dans un autre cadre, familial ou amical, est très élevée. Donc, il faut vraiment réussir l'ensemble des à côté et lui montrer tout ce que le pays a à offrir. Il ne pourra pas en profiter pendant l'événement. Les gens sont souvent là pour profiter de l'événement. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur le tourisme golfique. Des confrères me posaient la question de est-ce que c'est une bonne idée de pouvoir proposer des parcours golfiques pendant la Coupe du Monde. Je disais de mon expérience personnelle, non, ce n'est pas le même cadre. Ils ne viennent pas pour jouer. Et même s'il y a 3 jours de vide entre 2 matchs, peut-être qu'il peut jouer pour remplir une demi-journée ou peut-être même une journée complète, mais ce n'est pas le même état d'esprit. Il ne vient pas pour ça. Par contre, il peut voir qu'en effet, il y a beaucoup de parcours de golf au Maroc et ça va lui donner envie de revenir une énième fois. S'il voit que sur le plan culturel, il y a énormément de richesses et de choses à découvrir et même de choses à expérimenter, à vivre par soi-même, etc., ça lui donnera clairement envie de revenir dans un cadre familial. S'il voit que sur le plan festif, le Maroc est un pays qui est vraiment surprenant, surtout pour la plupart des Occidentaux qui n'y sont jamais venus et qui ne s'imaginent pas qu'il y a autant de lieux de festivités, ça sera peut-être une occasion de revenir entre amis. Donc, il faut vraiment montrer que le pays est diversifié dans son offre touristique,
qu'il est sécurisé. Donc ça sert à plusieurs choses. Hein. Ça sert à la sécurité de l'événement lui-même, mais ça sert à sécuriser les gens pour pouvoir leur permettre de se projeter dans un prochain voyage. Et donc, il y a déjà cette dimension du taux de retour. Et c'est une aubaine, mais à double tranchant. Il faut vraiment profiter de cette chance qui est offerte au Maroc pour pouvoir montrer aux touristes de quoi le Maroc est capable sur le plan touristique et avoir un taux de retour des gens qui sont venus assister au match qui soit vraiment très, très, très élevé. Normalement, il peut largement dépasser les 50%, étant donné qu'on vient dans un cadre très précis. On a envie de revenir dans un autre cadre. On sait également que ce n'est pas le pays dans son état normal. C'est un pays qui est en effervescence, étant donné l'événement qui l'anime. Mais on a envie de venir le voir sous un autre atout. Et donc, il faut vraiment capitaliser là-dessus et essayer de ramener à nouveau tous ceux qui seront venus, mais donc avec d'autres, avec leurs amis, avec leur famille. Le bouche à oreille aussi fait son effet. Donc, ceux qui s'inquiètent sur les investissements hôteliers qui sont actuellement en cours et qui disent « Ok, on essaye de faire face à un grand flux de visiteurs pour la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces installations après ?» Moi, je pense qu'au contraire, il faut être prêt à pouvoir accueillir un flux encore plus important les années qui suivent. Une destination, elle est censée boomer suite à un événement de cette taille. Surtout avec un positionnement géographique comme le nôtre. On ne peut même pas comparer à l'Afrique du Sud ou au Brésil. On est vraiment à la porte du plus gros marché mondial. Hein. C'est 700 millions de personnes qui ont une culture du voyage qui est très développée, un pouvoir d'achat dédié au voyage qui est conséquent. Donc, si on arrive à montrer à tous ces gens-là que le Maroc est une destination de premier plan, c'est les années qui vont suivre où on a intérêt à avoir une capacité hôtelière qui pourra faire face à cette augmentation du nombre de visiteurs. Et en effet, l'animation, donc tu as couvert un certain nombre de sujets, mais tu as également dit qu'il fallait pouvoir offrir des choses à faire. Aujourd'hui, il y a des programmes en cours à l'échelle nationale. Il y en a un qui s'appelle Gossiaha et qui met l'accent sur l'animation touristique. C'est aussi un point sur lequel on nous a souvent pointé du doigt. On dit souvent que le Maroc est pauvre en animation touristique. On est très bon dans le culturel, on est très bon dans le naturel, ça on n'y est pour rien. Mais sur l'animation touristique, on n'est pas bon. Nos stations balnéaires ont énormément de mal à décoller, parce que sur nos stations balnéaires, il n'y a pas grand-chose à faire. La station balnéaire, c'est une aubaine, c'est vraiment l'idéal pour venir améliorer l'un des indicateurs sur lesquels on n'est pas très bon, encore une fois, qui est la durée moyenne de séjour. Le Maroc se situe entre 2 et 3 jours de moyenne sur l'ensemble des voyageurs sur toute l'année. On est à 2,4 ou 2,6, quelque chose comme ça, et ce qui est très faible, très très faible. Donc, généralement, le balnéaire, c'est un produit qu'on vient consommer sur des durées plutôt situées autour de 7 nuits, 9 nuits. Quand on a beaucoup de touristes balnéaires, on a cet indicateur-là qui s'améliore. Mais pour avoir du tourisme balnéaire en bonne et due forme qui attire une population étrangère, il faut offrir de l'animation. Dans d'autres destinations qui sont plus matures, on analyse la performance d'une destination balnéaire avec des KPIs très précis. Il y a par exemple le nombre de mètres carrés de restauration sur sable. Si vous allez sur tous à Idia, il y a peut-être 2 Tchélingues, alors que la plage est immense. Il y a le nombre d'engins à moteur dans l'eau. Et ce sont des KPIs très clairs sur lesquels on est mauvais, on est très mauvais. Donc il faut s'améliorer là-dessus, il faut s'améliorer sur l'animation. Heureusement, il y a énormément de programmes en ce moment. Il y a le programme de la SMIT pour l'incubation de tous les projets. Il y a Gossiaha pour venir soutenir et subventionner tous les projets d'investissement dans l'animation touristique. Il y a Cap Hospitality pour inciter les hôteliers à rénover leur parc hôtelier et donc à investir dans la maintenance, la rénovation, etc. Il y a Força aussi. Il y a Força également pour les tout petits projets. Il y a pléthore de programmes de soutien, de mieux en mieux pensés, parce qu'il y a une expérience sur laquelle on capitalise et les programmes sont améliorés. Gossiaha, typiquement, a beaucoup évolué depuis son commencement, parce qu'il s'adapte aux besoins du terrain et aux besoins des professionnels. Donc aujourd'hui, il faut juste en profiter. Il faut en profiter, et j'insiste là-dessus, parce que ça paraît évident, mais en fait, il y a des programmes de ce type sur lesquels le gouvernement, d'une part, mais un certain nombre de parties prenantes, les cabinets de conseil, les banques, les CRI, tout le monde essaye de communiquer au maximum là-dessus. Et quand on parle parfois aux principaux intéressés, ils ne sont pas au courant. On voit des programmes qui sont absolument avantageux en termes de subventions, d'accompagnement également, d'accompagnement technique, d'exonération des taux d'intérêt, enfin, dépendamment du programme, il y a énormément d'avantages. Et on voit que les taux de participation sont parfois très faibles. On ne comprend pas, c'est des choses favorables, personne n'en veut. En fait, il y a un manque de culture aussi de profiter de ces programmes, de remplir parfois les dossiers. Quand on dit ça à la partie
partie publique, donc la partie gouvernementale qui gère les plateformes d'inscription, etc., ils me disent, mais c'est un formulaire un peu plus simplifié. On dirait un formulaire d'inscription à Facebook ou à une newsletter. Et pourtant, je lui dis, oui, mais malgré ça, là, ceux qui n'en ont pas l'habitude, ils vont trouver que c'est un frein. Donc voilà, il y a un manque de culture aussi de ce type de programme, mais aujourd'hui, ils sont là. Et parfois, ça prend juste un peu de temps. Et quand on voit que les premiers en ont bénéficié, les gens s'y mettent davantage. Donc moi, je suis assez confiant, encore une fois, sur l'amélioration de l'animation touristique. Parce qu'il faut vraiment que les gens trouvent qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le plan donc, animation et sur le plan gastronomie. Tu as beaucoup insisté là-dessus, je te rejoins complètement. Moi, en tant que professionnel du tourisme, il y a des phrases que j'ai entendues auxquelles je ne me serais jamais attendu en tant que juste marocain. Du type, la gastronomie marocaine, c'est très limité. Beaucoup de Marocains, et moi le premier, je n'aurais jamais cru entendre cette phrase-là de la part des touristes. Pour moi, c'est tout le contraire. C'est extrêmement diversifié. C'est peut-être même l'un des points forts. C'est ce qu'on croit, mais c'est faux. On sait aussi que la gastronomie marocaine est primée à l'international, ça fait partie des cuisines les plus appréciées, etc. Donc ça nous conforte dans une idée que la gastronomie marocaine est diversifiée, elle est raffinée, elle est appréciée. Ça, c'est le cas pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter. Mais dans les circuits touristiques marocains, la plupart des touristes tournent à tagine de poulet au citron, tagine d'agneau au pruneau, et c'est tout. Un jour, j'étais dans une région assez reculée, donc à Taria. Taria, c'est le rendez-vous mondial des escalades. Et on le voit par la diversité des touristes qui sont là-bas. On voit des Coréens, des Chiliens, des nationalités qui ne sont pas habituelles, mais parce que c'est tellement connu dans l'escalade que les gens viennent de partout. Beaucoup d'Australiens, des Américains, bien sûr, plein d'Européens. Et c'est souvent assez jeune comme population. Et donc, il y a deux falaises. Et il y avait plein de jeunes qui escaladaient sur ces falaises-là. On pouvait les voir de très loin. Et moi, j'étais avec un monsieur de la région, on faisait un repérage, et je les entendais crier couscous d'un côté et tagine de l'autre. Ça m'a fait rire au début. J'entends des jeunes internationaux, plein de nationalités différentes, qui crient tous couscous là, qui jouent au bout tagine. Ça m'a fait rire au début. Je lui ai demandé, il m'a dit parce que je l'ai dit. Et du coup, juste après, je me suis dit, ouais, en fait, ce qui ébouffe notre culture gastronomique en quelque sorte. Mais après, j'ai réalisé qu'il y avait de quoi. C'est pas assez diversifié. Il n'y a pas assez d'effort qui est fait sur le. Et ça, c'est extrêmement important pour des méga événements comme les événements sportifs. Beaucoup de touristes viendront au Maroc pour la première fois. Étant donné qu'on est bon en marketing sur ce plan-là, beaucoup ont des high expectations concernant notre cuisine. Ça serait vraiment dommage qu'ils soient déçus en arrivant. Donc Marrakech offre une grosse diversité, il y a plein de restaurants à tester, etc. Mais il n'y a pas que Marrakech. Et il y a des grandes villes qui vont accueillir des grands matchs et qui ont été très mal notés par la FIFA dans les premiers tours. Tanger, certains ne s'y seraient pas attendus. En fait, elles répondent très mal pour l'instant aux standards et aux exigences imposées par la FIFA. Donc voilà, en termes de capitalisation sur ce type d'événement-là, il faut vraiment pouvoir être au niveau sur ces sujets pour qu'on puisse vraiment capitaliser sur le taux de retour. Parce que si c'est le contraire, si on n'est pas bon sur l'ensemble des éléments dont on a parlé depuis tout à l'heure, on risque de le voir chuter au lieu de s'améliorer. C'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. C'est une super opportunité qui nous est offerte sur le plan touristique. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour s'y préparer, à part sur le volet formation. Je pense qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Mais c'est à double tranchant dans le sens où si on ne réussit pas cette expérience, on aura du mal à remplir les hôtels qui ont été construits pour l'événement. Si on réussit cette expérience, peut-être qu'il va falloir continuer à en construire davantage et bien sûr à continuer à multiplier les connexions aériennes pour accompagner ce développement, etc. Merci beaucoup pour ta réponse, Edman, qui englobe un peu tout ce qu'on vient de dire, mais aussi qui apporte de nouvelles ouvertures et perspectives par rapport à ce qui doit être fait. Donc, ce que je retiens de ce talk qui a été enrichissant, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on doit mettre en place, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas capitaliser et valoriser ce dont on dispose déjà, notamment cette richesse culturelle. On a des personnes qui sont formées, certainement, mais on aura encore besoin de plus de compétences à mettre en place dans le cadre de la formation. Et donc, j'aimerais bien céder la parole au public. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant justement le débat d'aujourd'hui? Est-ce que vous voudriez échanger avec nos deux intervenants? N'hésitez pas, allez-y. Vous devez échanger. Si vous voulez. Est-ce qu'il y a un point important sur lequel vous voudriez rebondir? Allez-y. Ali, Enchanté. directeur associé de Carmel, transporteur touristique. C'est ça dont vous avez parlé un peu tout à l'heure.
Et voilà, oui, merci de la qualité du débat, merci à Sabra et pour ce que vous avez apporté comme info et très constructif, très nombreux, il me semble. Et voilà, vous avez parlé de plusieurs programmes qui aident tous les différents secteurs touristiques à se développer. Aujourd'hui, en tant qu'intervenant et faisant partie intégrante de ce secteur-là, je vois qu'il n'y a pratiquement aucune aide. Peut-être pas dans l'immédiat, mais vu ce qui s'est passé ces derniers temps, je pense qu'il y a eu une révolution du ministre de l'Intérieur qui a parlé déjà de autoriser tous les espèces de Uber et tout qui étaient là, d'ailleurs, qui ont fait d'excellents boulot. Mais dans le cadre juridique, on avait il y a quelques temps, il ne pouvait plus faire. Donc là, on voit que le secteur touristique n'a pratiquement aucune aide. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, est-ce qu'il faut passer via votre confédération, via le ministère du Transport? Parce qu'encore une fois, il y a toujours. Il n'y a aucune aide pour qui? Pour les transporteurs touristiques. Ah, pour les transporteurs. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de. Oui, se jette à mal. De transport touristique, transport touristique. Bon, il faut être autorisé par le ministère du Transport. Et du tourisme. Et du tourisme. Donc, le tourisme, c'est quand même du ordre. Généralement, c'est surtout le ministère de l'Équipement qui est le vrai responsable sur le transporteur. Mais encore une fois, comme vous le dites, il faut que le ministère soit un peu plus impliqué dans la formation des chauffeurs, première classe, etc. Est-ce que vous pensez que il va y avoir des aides ou est-ce qu'on peut justement faire en sorte que nous, jeunes générations de transporteurs, sommes très friands du service, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des véhicules. Et nous qui avons été à l'étranger, on sait que, hormis la belle voiture ou la voiture qui ne doit pas être trop décorée, il y a un service qui va avec. Donc, c'était une petite attention, c'est de l'eau. Que vous soyez très riche ou pauvre, l'eau, c'est très important. Donc, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Un peu de chocolat, peut-être. Du Wi-Fi. Wi-Fi, une petite couche marocaine, des petits gâteaux, quelque chose. Et la deuxième des choses, est-ce que, par rapport encore une fois au transport à l'hébergement, moi qui est formé dans une formation touristique, dans le tourisme international, le premier problème que j'ai eu en rentrant au Maroc et en voulant ouvrir une agence de voyage, c'était justement la mise en valeur du produit touristique maroc. Parce que dans tous les pays du monde, les offices ou les ministères donnent des subventions aux nouvelles agences de voyage ou aux enseignes qui veulent aller ramener des tours opérateurs de l'étranger. C'est les seuls d'ailleurs à être capables d'adapter le produit que l'agent de voyage offre à ces touristes-là et l'adapter à une touriste qui ont pu fidéliser les 30 dernières années, qui n'ont pas donné ça à n'importe qui, surtout vous voulez d'ouvrir hier. Donc vous voulez que l'agence, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait une aide, et pour qu'il y ait une aide, il faut qu'il y ait argent, parce que c'est x5, x10 pour l'opérateur, pour avoir peut-être l'occasion d'en ramener ça. Voilà, les deux petites questions. Merci. En CMP. Voilà. Alors, le programme dont je parlais à l'instant, Gossiaha, les transporteurs touristiques qui sont éligibles. Pour en dire quelques mots, Gossiaha, c'est quand même 90% de subventions sur tout type de. Alors, pas de type, il y a un catalogue, mais sur un large éventail de missions de conseil, sur un plafond, avec un plafond de 1 million de dirhams. C'est pas sur le site. Quel site? De Gossiaha. Si. Tout transporter, c'est sûr. Pas pour la partie appui à l'investissement, pour la partie assistance technique. Donc vous, de toute façon, vous êtes une société déjà existante. Vous n'êtes pas éligible à l'appui à l'investissement, c'est pour des sociétés nouvellement créées. Mais pour la partie assistance technique, vous êtes éligible. Et donc vous avez un panel d'experts qui sont déjà référencés auprès de Maroc PME. C'est Maroc PME qui gère ce programme et que vous pouvez solliciter pour des missions de conseil, donc dans 3 gros volets, on va dire. La digitalisation, le développement de nouveaux marchés et les fonctions support. Structuration financière, développement d'un département RH, mission en process, organisation, etc. Donc, vous payez 10%. Vous avancez les 10% et vous ne payez plus rien d'autre. À la fin de la mission, l'expert sera payé les 98% restants par Maroc PME. Donc, en gros, vous voulez refaire un super site internet, e-commerce, hyper design, hyper moderne, hyper responsive, comme on dit, etc. Vous allez payer 5 500 dirhams et Maroc PME paiera les 49 500 restants. Donc, c'est quand même très avantageux.
Il y a moyen vraiment de... Les garanties, je crois, de Jamou.com derrière. Jamou.com sont derrière. Pas dans ce cas-là. مسند السياحة avant. Parce que Go Siaha, c'est la continuité de Moussalad al-Siyaha. D'accord. Avec la contribution blind payable en époque, plus Jamou.com qui était à CCG. Voilà, il y avait Jamou.com dans l'un des programmes, mais dans celui-ci, non. Parce que c'est que l'accompagnement technique. Exact. C'est pour ça qu'il n'y a pas la CCG. Mais avant, pour l'hébergement, il y avait aussi la CCG qui se portait garant pour le crédit. D'accord. Donc voilà, j'ai donné l'exemple du site, mais bon, pour tout type d'autres, c'est vraiment une aubaine pour monter à dans une autre dimension. Faire passer sa TPE, parfois un peu artisanale, je sais ce que c'est, à vraiment quelque chose de carré, processisé, des outils de gestion qui sont chers. Là, pareil, on ne paiera que 10%, vous payez 30 000 dirhams, et Maroc PME paye les 270 000 dirhams restants, et vous gérez votre société de transport touristique avec du Odoo, qui est extrêmement pro, extrêmement sécurisé, il y a des process, on peut traiter beaucoup plus de demandes, on peut vraiment passer à une autre dimension. Et nous, on parlait entre collègues, quand on parle de subvention et d'aide, parce que c'est justement ces applications maintenant qui ont une structure en back-office aussi énorme que notre pays, sont capables de créer je dirais, pas une concurrence déloyale, parce qu'on n'est pas sur le même clientèle, mais aujourd'hui, pour un transfert ou un trajet Rabat-aéroport de Rabat, en berline, entre 400 et 6 factures entre 400 et 600 dirhams, aujourd'hui, un Uber, un Carim ou autre peut changer 150 dirhams, parce qu'il y a zéro frais de structure, il y a zéro. En effet, ce n'est pas la même clientèle. C'est surtout pas la même. Ça change pertinemment qu'aujourd'hui, on est soumis à c'est des manifestes de bord. Oui, je suis transporteur touristique aussi, je sais ce que c'est. Je le suis aussi. Donc... Il est aussi. Mais ce n'est pas tout à fait la même clientèle. C'est-à-dire que moi, je travaille avec certains clients qui me mettent beaucoup de pression sur l'excellence opérationnelle parce que je sais que ce n'est pas les standards auxquels les Marocains sont habitués. Je travaille avec les leaders mondiaux de ce qu'on appelle le procurement. C'est un terme technique qui veut dire en fait apporter tout type de service dont un professionnel a besoin lors de ses déplacements. Mais c'est des officiels du gouvernement américain ou c'est des anciens militaires qui viennent pour de la coopération, des choses très pointues, très techniques. Le cahier des charges, il fait plusieurs fois. Et donc, pour former nos chauffeurs à accueillir ce genre de clients, on l'a fait, refait, et on continue de le faire de toute façon en permanence. On fait des tests, on fait des clients mystères, et on fait tout un tas de choses pour nous assurer qu'ils appliquent ces standards-là parce que ce ne sont pas les standards nationaux. Ne pas fumer avant. C'est pas évident, mais ça c'est rédhibitoire. Ne pas fumer avant de prendre le véhicule. S'assurer que le client a bien mis sa ceinture avant de démarrer le véhicule. C'est même le chauffeur marocain qui va s'assurer en ville que son client a mis sa ceinture avant de démarrer. Ça ne fait pas du tout partie de nos réflexes. C'est une absolue nécessité. Interdiction formelle de s'arrêter pendant le trajet. Si tu veux de l'essence, tu le mets avant ou après, mais pas pendant, pour aller du point A au point B. Alors, à l'époque, j'avais commencé à travailler avec ces agences-là avant d'avoir mes propres véhicules. Et je demandais à mes transporteurs partenaires de m'envoyer la carte grise et le permis du chauffeur, parfois 3 semaines en avance, parfois 2 mois en avance. Ils me disent, je suis incapable de savoir ce que les étudier à ce travail. Et ils sont tellement parano, pour le dire comme ça, c'est une réalité, que si le jour J, ce n'est pas le chauffeur qui a été envoyé qui les a fait, on croit que c'est une tentative de kidnapping. Donc oui, je sais à quel point c'est difficile de monter les standards, mais en effet, ce n'est pas une même clientèle. Ces gens-là ne prendraient jamais un Uber ou un Carim en arrivant. Mais justement, pour la Coupe du Monde, c'est ça, majoritairement, c'est des gens à un petit budget, donc ils sont très friands de ça. Pour la Coupe du Monde, ils sont à un petit budget. Ouais. La Coupe du Monde, c'est cher. Ouais, je sais, mais bon. Le premier réflexe, c'est Uber. Peut-être, oui, en effet. Là, on n'a pas Uber. Donc, mais en tout cas, moi, je pense qu'il reste quand même, aujourd'hui, il y a plus d'opportunités pour les transporteurs que de menaces. Même si ce n'est pas les discours que j'entends au niveau des fédérations. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des événements d'un certain standing qui ne peuvent pas travailler avec ce type de VTC. Et notamment lorsque c'est industrialisé. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun des participants qui va choisir son mode de transport, mais c'est du transport mis à disposition par les organisateurs. Et là, c'est principalement des Vito, et parfois même la Vito, ils font absolument de la classe B. Donc, je pense que ce type d'événements vont se multiplier. Le tourisme golfique va exploser normalement.
le nouveau directeur général de l'Office du tourisme est un grand golfeur, donc il y a toutes les chances pour qu'il mette l'accent là-dessus. Nous avons eu la semaine dernière une grosse réunion entre la CNT, l'ONMT et la Fédération de golf. Nous recevons aujourd'hui 130 000, 140 000, il n'y a pas de chiffre très précis là-dessus, golfeurs par an. Il y a la volonté de faire passer ça à plus de 500 000 avant 2027. Il y a, je pense, la possibilité de le faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait sur ce segment-là en termes de promotion. Et ce sont des touristes qui sont en fort pouvoir d'achat. Le tourisme golfique se développe 2 fois plus vite que le tourisme traditionnel, et le touriste golfeur dépense 2 fois plus que le touriste traditionnel. Donc c'est avec le même effort 4 fois plus d'impact. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas avoir peur de certaines concurrences, parfois même déloyales, parce que ce n'est pas le même métier. Moi, en tant qu'agent de voyage, j'ai fait pratiquement tous les segments de tourisme qui existent. Je fais beaucoup de MICE, mais je fais aussi du réceptif plus classique avec des circuits sur mesure, de loisirs, etc. Mais à une époque, surtout avant le Covid, j'avais mis énormément d'efforts pour développer le tourisme interne sur des circuits format week-end pour aller découvrir le Hoceima, faire des activités comme la plongée sous-marine le Hoceima, de l'ascension du Tourelle, du rafting la cathédrale d'Isfren, que des petites activités comme ça. Et sur ces activités-là, mes concurrents, ce n'étaient même pas des agents de voyage. C'était des clubs, des associations. Parfois, c'est informel complet. Parfois, c'est un individu, un particulier, mais le week-end, il fait ça. Donc, lui, il ne paye pas de TVA, il ne paye pas de local, il ne paye rien. Moi, quand je vois certains prix, et que je discutais à l'époque avec mes amis transporteurs, je lui disais mais comment il s'en sort avec ça 700 dirhams de soda. Il me dit, voilà, il ne cherche pas la marge. Il aime Chafabol, c'est déjà génial pour lui. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Il n'est pas dans une dimension professionnelle, ou une recherche de profit ou quoi. Mais pourtant, on a continué à faire ces activités, on les faisait différemment. On s'adressait à une autre clientèle qui ne serait pas partie avec ces gens-là. Donc, le tourisme a ce caractère extrêmement international qui fait qu'il y a toujours de nouveaux clients à aller chercher. Et tout à l'heure, je parlais de à quel point la Coupe du Monde va permettre de mettre en lumière le Maroc auprès d'une clientèle européenne. Bon, il y a d'autres gens avec qui se discutent et qui ont l'impression parfois que tous les Européens sont déjà venus au moins une fois faire le Maroc. Là, pour certaines destinations encore plus classiques, l'Espagne et la France, ils pensent que tous les Français sont déjà venus au moins une fois. C'est une minorité de Français déjà au Maroc. Alors, il y a énormément de gens qui ne sont jamais venus. Et toutes ces... Alors, les autres destinations, n'en parlons pas, mais même dans les destinations classiques, tous ces gens qui ne sont pas venus aussi, quand ils viennent au Maroc pour la première fois, ils aiment quand même avoir certains standards internationaux rassurants. Donc, ils passent par des vrais professionnels du tourisme. Donc ça, encore une fois, c'est une opportunité pour les professionnels qui savent faire leur métier de façon structurée. Moi, à une certaine époque, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence entre deux acteurs dans un même marché, mais là, plus tristement pour le Maroc, ce qui fait la différence entre deux marchés, c'est des choses qui peuvent paraître insignifiantes. Le niveau de professionnalisme de la cotation que vous envoyez, comment c'est présenté, le niveau de détail, comment c'est rédigé, etc. C'est ce qui fait qu'il va aller en Turquie plutôt qu'au Maroc. Et au Maroc, c'est ce qui fait qu'il va venir vers vous plutôt que vers quelqu'un d'autre qui envoie des devis sur Word, sans détail. De crédibilité. Exactement. Un certain niveau de professionnalisme, un certain niveau de confiance, etc. Donc, mais pour revenir à votre question plus précise, celle du début, il y a des offres et des subventions destinées aux transporteurs touristiques. C'est cette ambivalence ministère du Transport et ministère du Tourisme qui fait qu'il n'y a pas plus. Par exemple, il y a un volet dans Gossiaha, il y a un volet qui s'appelle Croissance verte. Nous, on avait milité pour que ça puisse être utilisé par les transporteurs pour acquérir des véhicules électriques. Ça serait une première, qui soit homologuée, qu'on puisse les aider à l'investissement là-dedans, etc. Et bon, il y a eu des réticences parce qu'il y a beaucoup de transporteurs touristiques qui sont aussi transporteurs non touristiques. Et on ne peut pas orienter un budget du tourisme vers l'utilisation pour des transports non touristiques, donc de personnel, par exemple. C'est des petits détails comme ça, parfois administratifs, qui bloquent certaines choses. Mais ça va bien, on est en train d'élargir. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Bonjour. Je veux remercier M. Oussama, Mme Amélie pour la qualité de ce talk. Alors, je suis étudiant en master d'ingénierie touristique et je veux vous remercier encore une fois pour la thématique parce que c'est presque le même sujet de mon mémoire de fin d'études. Alors, je veux vous poser une question. Vous avez parlé des programmes qu'il faut instaurer pour optimiser l'expérience client pour la Coupe du Monde et cela prend du temps. Alors, à 10 mois de la CAN 2025, est-ce qu'il y aura un risque de ne pas réussir cette expérience client
puisqu'il y aura aussi des touristes européens qui vont venir pour supporter leur équipe nationale de leur pays d'origine. Merci. Le risque est toujours là. Mais après, je crois qu'on est très très bien préparé pour accueillir dans les 10 mois prochains, si on voit l'état d'avancement des projets, surtout sportifs et aussi en termes touristiques, on voit qu'on a bien avancé sur ces projets-là. En termes d'hébergement, je ne suis pas en train de minimiser l'événement sportif qui est la CAN, mais étant donné ce qu'on a déjà maintenant, on a reçu, on va dire, en une année, 17 millions de touristes, qui est un record qu'on vient de franchir. Je crois qu'on a largement la capacité d'accueillir cet événement. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a même pas, comme je dis tout à l'heure, l'événement mondial des clubs. Aussi, on a reçu des touristes à des périodes, on va dire festives même, c'est-à-dire c'était en été. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un risque par rapport à l'organisation. Au contraire, maintenant, sur quoi il faudra travailler, c'est de tester surtout certains réflexes. Pour nous, c'est un test. La Coupe d'Afrique, c'est un test. La réussir, je crois que c'est de loin qu'on va la réussir. Et je crois que la réussite, elle sera on va dire, avec une petite cerise sur le gâteau qui est la Coupe d'Afrique. On aura réussi sur tous les plans, que ce soit organisationnel, que ce soit sur la compétition, on doit l'avoir. Non, on va l'avoir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour réussir, on va dire, l'événement et pour avoir la coupe ici. Elle vient ici, elle reste ici. Merci. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Monsieur, allez-y. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est que, en effet, alors c'est très juste, c'est bien de l'avoir soulevé, il y aura énormément de gens qui vont venir d'Europe, qui vont venir pour soutenir leur pays d'origine. On est à 3 heures de vol d'un vivier de la diaspora africaine qui est conséquent, qui se compte en millions de personnes. Donc ils vont vouloir venir, ils en ont les moyens pour la plupart. Mais le gros des participants, des visiteurs pour la CAN, sont des ressortissants de pays africains. Et du coup, on va parler en toute franchise, ils n'ont pas l'habitude des mêmes standards que les Européens. Mais globalement, ce test-là, on le fait avec l'optique du mondial 2030. Et donc, bon, moi, je suis peut-être un peu moins rassuré que toi, optimiste. J'espère que tout se passera bien. En fait, ça dépend du point de vue. Pour l'organisation. Pour l'organisation, pour un certain nombre de... Si on compare aux autres cas, je pense qu'en effet, on offrira une expérience assez intéressante, assez exceptionnelle pour l'ensemble des fans. Mais si on se compare à une expérience aux standards internationaux, ou si on se compare à ce qu'on cherche à atteindre pour le mondial, je pense qu'il y aura ça. Moi, je pense que la CAN va surtout, pour le dire bien, va devenir et elle va nous permettre d'identifier ce sur quoi il faut vraiment se concentrer pour ne pas se rater sur la Coupe du Monde. Et je reviens sur le sujet de tout à l'heure, la qualité de service, et on a un pays qui est absolument formidable en termes de paysage, en termes de culture, de gastronomie, etc. Parfois, ça aide à faire oublier le reste. Mais moi, j'interviens souvent sur des séminaires de formation pour l'hôtellerie ou dans des contextes un peu plus larges, de roadshow, de séminaires pour l'industrie hôtelière, etc. Et quand on est entre formateurs ou entre consultants et qu'on arrive dans un hôtel, on a ces regards critiques qui fait qu'on réalise à quel point les manquements à l'excellence opérationnelle sont presque partout. Au niveau des check-in, comment c'est lent, comment c'est pas pro, comment c'est au niveau du service à table également, ou même on voit qu'il y a un manque flagrant de formation par rapport à ce qu'on entend, par rapport aux réponses qu'on entend. C'est des choses qu'on ne devrait pas entendre dans l'industrie des services en général. On est un pays d'hospitalité naturelle. C'est ça notre atout. On est tous sauf un pays de service. Il y a des pays où c'est naturel, il n'y a pas besoin de former. Les jeunes qui font ces métiers-là en tant que boulot d'étudiants, mais le font 1000 fois mieux que ceux qui le font depuis des années chez nous. Donc on a la culture de l'hospitalité. Toutes ces personnes-là qui commettent des impairs énormes dans leur profession, et d'aller toute tard, mais tu seras accueilli comme un roi. Mais dans un restaurant, il n'a pas les références. Il n'a pas les références. Et donc, quand on regarde tout ça avec un regard critique, on se rend compte à quel point on est loin du bon. Mais je reste convaincu que l'expérience sportive
pour les femmes également, sera très positive, je le pense. Mais si on veut se projeter par rapport à la Coupe du Monde, je pense que ça sera le moment d'identifier tous les manquements. Et je pense aussi qu'on est conscient de notre richesse, de notre hospitalité naturelle, qui fait que même s'il y a des gens qui sont formés, ben, on passe des fois à côté de, par exemple, nous, dans le cadre de la formation exécutive, on a beaucoup de personnes, la présence pour nous est obligatoire. Bien évidemment, il y a des PFE qui sont passés à la fin, ils sont mis à l'exercice et tout, mais aussi du fait qu'on soit conscient de cette hospitalité naturelle, ben, ça joue psychologiquement. Et donc, on se dit, bon, on parle bien, on est hyper accueillant, on est chaleureux. D'ailleurs, on est connu pour être un peu chaleureux. Donc, ce qui peut un peu masquer ce manque d'hospitalité opérationnelle. Mais là, je rejoins ce qu'a dit Etzmel sur le fait que la CAN 2025 est vraiment un test qui va pointer du doigt, en fait, sur quoi on devrait vraiment investir pour les 5 prochaines années pour la Coupe 2030. Et pas que, parce que c'est encore très tôt aussi, parce que c'est 5 ans. C'est ça. Il va y avoir pas mal de changements, et il va y avoir pas mal de changements après. Donc, c'est pour ça que j'ai dit là, on est sur des standards, on va dire, qui vont répondre quelque part. Mais d'ici la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on va combler, et après, on pourra... Après, on vit dans un monde très dynamique aujourd'hui, tout va dans tous les sens. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on fait un constat à l'instant T, et on voit le manquement maintenant en termes de formation, ou là, en termes de personnes à former. Et on va nous fixer un objectif à l'horizon 2030. Mais on ne peut pas avoir un raisonnement statique, linéaire. Parce qu'il faut réaliser que dans le même temps, on va former des dizaines de milliers de gens, on va avoir des fuites de talents qui sont colossaux par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Pourquoi? Parce qu'on a CEDIA ou des malades qui continuent de se développer. Et les malades est déjà à un certain niveau de maturité, mais CEDIA part de loin et va arriver très très loin. C'est des centaines de milliers de ressources qu'ils vont recruter. Ils sont très friands des ressources marocaines. Ils payent mieux que nous, ils prennent les meilleurs. C'est ça qu'il faut réaliser. Ce sont nos meilleurs talents qui partent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on se rend compte que, surtout dans le tourisme, ils reviennent. Ils reviennent plus fort. Et quand ils sont là-bas, ce sont des ambassadeurs du savoir-faire marocain, de la destination elle-même. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut réaliser qu'il faut redoubler d'efforts dans la formation, parce que si on forme juste le besoin, à la mise, donc il faut former le double pour garder ce dont on a besoin. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience à ce niveau-là. Moi, Saoudia me fait vraiment peur en termes d'aspirateurs de talents marocains, parce qu'ils sont très friands des ressources qui parlent arabe, qui parlent anglais aussi, nos meilleurs talents sont très performants, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir un effet d'aspiration. Moi, j'ai d'autres activités qui font que je ressens cruellement l'aspiration de profil IT qu'a fait la Belgique, la France et le Canada sur ces 5 dernières années. S'il se passe la même chose sur le tourisme, ça va être difficile. On va avoir du mal à avoir les talents suffisamment formés qu'on espère avoir en 2030. Monsieur, vous vouliez poser une question tout à l'heure? Allez-y. Oui, c'est bonsoir. Moi, je voulais juste parler de cette présence digitale qui est à la fois une opportunité et une menace. Et là, je veux surtout parler de la désinformation. Parce qu'on doit se mettre d'accord que les yeux maintenant sont sur le Maroc, parce qu'on n'a pas de préparation de l'organisation. Il y a des gens qui vont dire n'importe quoi sur le Maroc, parler des incidents qui n'existent pas, inventer des histoires juste pour freiner un petit peu, que ce soit l'arrivée des touristes, et même pour impacter l'image du pays. La question, c'est quels sont les instruments peut-être, ou bien les politiques, les stratégies que l'on devrait adopter pour faire face à cette menace importante. On a vu des histoires au niveau de Qatar, par exemple, durant la compétition, où on a cité des histoires de droits de l'homme, les conditions de travail, etc., qui ont fait c'est un risque qu'on trouve même actuellement. Ce n'est pas forcément que par rapport à l'événement. Maintenant, les personnes ils sont averties, et c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus compliqué. Mais, comme on dit, l'arme peut être à double tranchant. Ça peut jouer en notre faveur, comme on peut stopper ça. Comment est-ce qu'on peut le cerner? Ça dépend de l'évolution que ça va prendre d'ici quelques années. Parce que c'est des signes réels qu'on va communiquer lorsqu'il s'agit d'événements. Qu'est-ce qu'on fait véhiculer comme image? Après, je l'ai dit, il y a toujours des opinions à côté, il y a toujours des jugements à côté, mais ce qu'on véhicule réellement et ce qu'on véhicule, pas pour faire que sur les réseaux sociaux, mais surtout les médias, donnera beaucoup d'envergure à la chose. Donc moi, je crois que contrecarrer
ces rumeurs, ça fera par le bon travail qu'on va faire. Tout simplement. Je travaille de la jet, ça ne faut pas travailler de l'industrie du tourisme. Je pense qu'on a un capital sympathique qui va peut-être nous servir dans ce cas précis. Le Qatar attise beaucoup de jalousie, il n'a pas un capital sympathique. D'ailleurs, on n'a pas de milliards de dollars, on fait beaucoup d'efforts en termes de droits de l'homme, on revient de loin en termes de droits de l'homme aussi. Donc, on a une superbe amélioration de la liberté de la presse, Donc, j'espère qu'on ne sera pas la cible de ces attaques-là. Mais il y en a à chaque fois. Au Brésil, ils dénonçaient les conditions de travail des personnes qui travaillaient dans la construction des stades. À chaque fois, au Qatar, à chaque fois, il y a la baraka. Je pense que ça doit bien se passer de ce point de vue-là. Bon, merci. Ok, allez-y, monsieur. Merci pour avoir proposé cette rencontre parce qu'on a pas mal de choses à dire sur ces événements importants qui sont à l'horizon. Moi, je trouve que le débat autour d'abord de deux cas comme la CAN de 2025 et la Coupe du Monde, et seulement il est discuté seulement par l'administration, par des spécialistes, et alors que je vais vous donner un exemple. En France, pour la préparation du congrès international de l'IA, qui a eu dernièrement, il y a eu une préparation d'une année. Et c'était des régions, plusieurs régions, ils ont discuté en France tous les ans. Donc, pour réussir au moins la Coupe du Monde, il va falloir une révolution culturelle pour que les gens s'approprient, pour que le peuple s'approprie. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Le touriste étranger, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est la sécurité et l'hygiène. Bon, c'est deux choses il faut maîtriser ces deux. Par exemple, moi, dernièrement, il y a eu le marathon de Marrakech et il y a eu le scandale des toilettes publiques. Mais je dis, la sécurité et l'hygiène, ça c'est important. La cuisine et tout, non, c'est des choses qui... Et là, on est en 2025 et on n'a pas encore compris qu'il faut mettre des toilettes publiques. À Rabat, la capitale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors, c'est pour cela que je dis, s'il y a un comité national qui fera le tour des 12 régions et qui réunira les élus, la société civile, les opérateurs régionaux, tout ça, le tourisme régional, enfin, l'office du tourisme régional, et qui se mettront tous à table pour discuter de leurs problématiques. Par exemple, quand vous venez, j'ai parlé des toilettes publiques, vous prenez le train, la navette là, entre l'aéroport de Casa et vous allez à Casaport. Est-ce que vous voyez des deux côtés les déchets? Et ça dure depuis des années et des années. Donc la seule chose qu'il faut, on ne peut pas faire des communiqués, mais réunir par exemple le conseil régional de Casa et lui dire je veux plus ce truc, mais dans une année avant la Coupe du Monde, je viendrai vérifier. Et là vous mettez les gens devant leur responsabilité. Ça, c'est pour d'un côté. Il y a un autre axe, et là, ce qui me fait peur le plus, c'est le comité d'organisation. Le comité d'organisation, il est présidé par le CJA. Il est ministre. Il est d'abord. Ça reste sa priorité. Il est très occupé. Il est président
la fédération. Dans ce sens, il doit assister à des réunions de la FIFA et de la CAF. Et quand vous faites un voyage pour ces deux organisations, au moins vous devez avoir 3 jours pour un aller, 1 jour, et puis le jour de la réunion. Il est ministre délégué et directeur du budget. Alors non, mais non. Et d'organisation de la Coupe du Monde, ça c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on peut lui poser combien vous travaillez. Normalement, le droit du travail impose à travailler 8 heures par jour. Alors lui, avec toutes ces fonctions-là, il doit faire seulement 2 heures pour chaque fonction. Et je trouve 2 heures ou 3 jours. Et je trouve que c'est terrible et ça me fait peur. Pour la simple raison, c'est que le Maroc, depuis des années et des années, qu'il avait demandé d'organiser la Coupe du Monde, il n'a pas réussi. Une fois qu'on lui a donné, on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, moi, je pense qu'on est mal barré. Malgré vos discours optimistes, mais moi, je partage pas ça. Voilà. Merci pour votre message partage qui est porté par beaucoup d'émotions. Oui, mademoiselle, est-ce que vous avez une question? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je vous remercie pour la qualité de ce talk. Vous avez évoqué un point très important pour l'expérience en fait du touriste durant son séjour. Et moi, je voulais en fait mettre l'accent sur un point très important, c'est l'application de la population. Après l'expérience sportive au Maroc, surtout pour le foot, il y a tout ce qui est marché noir, pour tout ce qui est billetterie, et aussi en fait pour la culture des ultras et on va dire les petits trucs qui peuvent arriver voilà, tout au long de cette expérience. À votre avis, est-ce qu'il y aura justement des stratégies, des actions qui seront mises en place pour faire face à ça? Et voilà, merci d'avance. Vous avez parlé d'un même sujet en fait. Vous avez parlé de l'implication de la population, vous avez parlé de l'implication de la société civile, etc. Ça, malheureusement, ça, j'y crois pas du tout. Je travaille de plus en plus sur des projets d'ordre étatique à l'échelle nationale. Je vois qu'on en est à peine au début du partenariat public-privé. Je ne parle pas des partenariats publics-privés, ceux qu'on signe dans la presse. Je parle réellement de la culture de travailler conjointement entre le public et le privé. Et je ne pense pas que le tourisme, ce soit le secteur dans lequel ça se passe le plus mal. Et pourtant, je vois que ça met du temps à se mettre en œuvre. Il y a des choses sympathiques qui commencent, mais il y a une grosse méfiance de la part du public. Il y a beaucoup, c'est très frileux, les schémas de validation sont longs. Et alors, de là à passer à l'étape d'après, qui serait celle de l'implication de la société civile, et pour le dire en anglais, d'avoir des approches bottom-up, et pas que top-down, parce que vous avez dit qu'il n'y a que quelques personnes qui décident aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de la préparation de la Coupe du Monde. Et c'est vraiment dommage, parce que faudrait vraiment que les décideurs, que ceux qui prennent les décisions, passent par une longue phase de diagnostic où ils récoltent des avis. Et ce n'est pas fait. Il ne faut pas croire que c'est fait, que c'est leur métier, qu'il y a des questionnaires. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Moi, quand je vois certains grands projets d'aménagement, notamment, encore une fois, balnéaire, je me dis, mais wesh, les gens qui ont décidé ce projet, c'est pas possible qu'ils aient décidé la chose comme ça. Ils ne savent pas ce que c'est le b.a.-ba du besoin d'un estivalier qui veut aller à la plage. Et donc, s'ils avaient consulté les surfeurs, ceux qui louent les parasols, par exemple, etc., et des estivaliers au hasard pour voir un peu quels sont les besoins, il y a des erreurs qui n'auraient pas été commises. Mais malheureusement, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'en 5 ans, on va changer de culture dans la gestion des grands projets nationaux tellement vite qu'on va réussir à faire les choses de façon participative avec les associations, avec les élus. Mais les élus eux-mêmes devraient faire ça avec leurs électeurs. Et donc, malheureusement, ça ne se fera pas, alors que ça permettrait vraiment d'éviter certaines erreurs, de faire les choses au mieux, etc. Maintenant, pour les ultras, j'espère que ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de l'IA appliquée à la surveillance caméra va faire son effet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Toutes les caméras de surveillance, que ce soit dans les aéroports ou dans les stades, sont équipées d'intelligence artificielle qui est connectée à des grandes bases de données internationales. Et j'espère que les vrais fauteurs de troubles ne seront pas admis à l'intérieur des stades. Après, bon, moi, pour avoir vécu longtemps en
en Europe. Je sais qu'il y a des clichés qui sont en fait vérifiés. Il y a un laxisme dans certains pays européens qu'on ne retrouve pas ici. Une présence policière qu'il y a au Maroc et qu'il n'y a pas forcément là-bas. Ça maintient les gens quand même un peu plus sous contrôle. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais pour ce genre de méga événements, ça permet d'éviter davantage les débordements. Bon, j'espère que ça ne sera pas. Moi, je pense que le risque, il est beaucoup plus sur ce nous avons déjà évoqué, sur ce que monsieur a évoqué également. Toilettes publiques, j'ai anticipé, malheureusement, on n'est pas dans une culture d'anticipation. On est cité à l'échelle internationale pour être les champions de l'improvisation. Le secrétaire général de l'ONU a dit, si vous voulez faire un grand événement 4 jours avant, allez au Maroc. Les gens étaient contents. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir d'entendre ça, parce que moi, je subis ça au quotidien. Je subis le manque d'anticipation et de planification. Oui, on est les champions de l'impro, mais pour ce type d'événement, ça ne suffit pas. On ne peut pas. Ça ne laisse pas la place à l'impro. Et donc, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il y a le risque. Sur la culture de gestion des grands flux et sur la qualité de service. Parce qu'en même temps qu'on va essayer de ça, il y a un grand retard, en même temps qu'on va essayer de rattraper ce retard, il va y avoir une fuite des talents, comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a un risque sur la qualité de service, il y a un risque sur le b.a.-ba de la gestion événementielle. Mais, Inch'Allah, sur la sécurité, j'espère qu'il ne se passera rien. Il ne faut pas envoyer ces messages. Ça sera rien du tout, même pas une agression. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir donné de votre temps et de votre énergie pour échanger avec nous autour de cette thématique très enrichissante. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Merci à nos chers auditeurs aussi pour leur présence. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc nous allons clôturer ce talk. Et puis merci à nos deux intervenants. Bon, toi, tu es déjà là, mais toi aussi, tu fais partie de la réponse. Moi aussi. Merci d'avoir répondu oui à ma demande. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Merci à tous et bonne soirée.